Salut à tous et bienvenue sur ce premier épisode de notre podcast, le RC Training Podcast. Donc content de donner naissance à ce projet avec mon collègue aujourd'hui, Clément. Comment tu vas, Clément? Ça va très bien et toi, Rico? Ça va très bien, super. Donc dans ce premier épisode, on va débattre autour d'un thème. On va essayer de faire ça en 20-30 minutes, mais vu qu'on aime bien échanger, bien bavarder, surtout quand ça touche au sport, peut-être qu'on va dépasser un peu plus, on verra. Mais comment tu te sens aujourd'hui, Clément, pour débattre sur notre premier thème? Je suis prêt à débattre. J'ai pris mes petites notes parce que c'est un sujet un petit peu, on va dire, glissant. Il y a beaucoup d'avis à ce sujet-là, particulièrement autour de certaines thématiques, comme vous allez le voir. Mais je pense que ça va être intéressant et ça va en aider plus d'un. Ok, donc le thème d'aujourd'hui les amis, c'est est-ce que le haut niveau est accessible à tous? Alors aujourd'hui on va plus particulièrement parler de l'exemple du powerlifting, mais ça peut s'appliquer à vraiment beaucoup de sports. Donc on va débattre plus ou moins sur les conditions sous-jacentes du haut niveau, qu'est-ce qu'il faut pour être un sportif de haut niveau, qu'est-ce que ça implique? Ça implique la génétique, une part mentale, une part physique. Donc on va échanger tour par tour dans ce débat, on va aborder plusieurs points, plusieurs arguments. Donc Clément, je te laisserai argumenter, puis je donnerai mon avis, et au final, on laissera le public trancher sur la fin. Alors ce premier bloc, ce premier point qu'on va aborder, c'est le thème de la génétique. Donc la génétique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Déjà, la génétique, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que selon toi, Clément, la génétique joue beaucoup dans la capacité d'un individu à être sportif de haut niveau? Alors, je pense que ça joue beaucoup. Néanmoins, ça va dépendre quand même de l'activité physique qu'on pratique. Il y a des sports pour lesquels la génétique compte beaucoup et selon moi, des sports pour lesquels la génétique compte moins. Si on prend l'exemple du basket, c'est vrai que si tu es très grand, tu vas statistiquement augmenter tes chances d'être performant sur le terrain. Il y a notamment cette statistique avec la NBA qui disait, alors je l'ai pas en tête, mais que les individus qui faisaient plus de 2 mètres, statistiquement, ils avaient quand même une chance, qui était beaucoup plus significative de jouer en NBA que, les athlètes qui faisaient moins de 2 mètres. Et ça, c'est une réalité, mais en force athlétique, je pense que c'est quelque chose qui est pas aussi important que ce qu'on croit et je pense même que certes, il va y avoir une différence qui va être visible particulièrement au départ, mais que ça peut être un faux ami. Si je devais faire un parallèle, c'est un petit peu comme, quand tu es à l'école, il y en a, ils vont, ouvrir le cahier 5 minutes et ils vont, déjà avoir retenu la leçon et il y en a pour qui ça va leur demander de bosser 2-3 heures pour pouvoir retenir la leçon et au final, les élèves qui sont bons à l'école, et ben quand ils vont devoir réellement bosser ou qu'ils vont rencontrer des difficultés, notamment en études sup, et bah, c'est là où ils vont se planter. Et l'élève qui a toujours eu l'habitude de bosser, peut-être que lui, il va au final réussir à aller plus loin, même si au départ, il était distancé par l'élève qui a des facilités. Donc je pense que la génétique, effectivement, ça joue. Mais comme la force athlétique, c'est quand même un sport qui est plutôt lent, avec des carrières sportives qui sont longues, je pense que tu as pas besoin d'être un monstre à 16 ou 18 ans pour atteindre le haut niveau en FA et que donc c'est pas quelque chose qui est indispensable. Bien qu'il faut avoir des prérequis. Ok. Bah, de mon point de vue, moi, je trouve que, bah, tu vois, déjà, la force athlétique, c'est un sport où tu fais souvent la même chose Mmh. et où tu fais tout le temps les mêmes mouvements. Donc, même s'il y a cette faculté génétique qui va te faire justement être fort dans le sport, la génétique, ça suffit pas. Genre, paradoxalement, c'est un sport de force, c'est un sport vraiment physique, mais je pense que juste dire avoir un bon physique, genre avoir une bonne base musculaire ou avoir des capacités, enfin des facilités à produire de la force, ça suffit pas. Mmh. Les constantes mentales dans un sport qui est aussi répétitif, tu vois, et où tu gagnes aussi peu, Ouais, euh, le mental va trop compter, tu vois. exactement. Les paramètres mentaux vont trop compter. Et justement, je reviens sur ton exemple parce que j'avais abordé ton exemple dans une de mes vidéos YouTube, dans l'avant-dernière, je crois, et où j'avais dit que, ouais, effectivement, celui qui travaille 5 minutes et qui a des facilités, il sera meilleur au début, mais sur le long terme, c'est sûrement celui qui aura appris à bosser qui arrivera à s'en sortir. Et c'est pareil en force athlétique. Si t'as pas un bon système, un système gagnant, justement, qui t'amène vers des bonnes performances et que tu te dises à chaque fois ouais j'ai des facilités donc je viens à la salle, je fais un top 7, je fais pas de volume, je me barre mais j'ai un meilleur total que 80% des gens avec qui je m'entraîne. Quand tu arriveras à ton premier plafond de verre, bah t'arriveras pas à le casser parce que justement t'auras pas appris cette difficulté. Donc pour moi la génétique compte forcément parce que si t'es trop mauvais en fait en physiquement, enfin si t'as rien qui t'avantage, disons que t'as les bras courts, t'as le torse hyper long, t'as une petite cage thoracique avec des fémurs hyper longs, bah honnêtement tu feras rien en force Mmh. athlétique, peu importe ta volonté. Mais derrière, si t'as pas non plus cette génétique de T-Rex et que disons que t'es une génétique moyenne et que
t'es capable d'être sérieux et que t'es capable de faire quelque chose de bien quand on parle de l'entraînement, je pense que derrière t'auras beaucoup plus de facilité, paradoxalement, à tenir le rythme d'un sportif de haut niveau, parce que le sport de haut niveau, ça demande quand même beaucoup d'assiduité, beaucoup de sérieux, beaucoup de résilience. Je pense que tu aurais justement ces facilités à être sportif de haut niveau par rapport à un mec qui est juste fort, ou une meuf qui est juste forte et qui fait juste ce qu'il faut entre guillemets pour pouvoir rester aussi forte, mais l'avance ne se conservera pas sur le long terme. Et puis moi, ce que j'aime bien avec la force athlétique, c'est qu'il y a une espèce de justice. C'est-à-dire que tu peux avoir des leviers très favorables génétiquement sur un mouvement, mais tu peux quasiment être sûr que du coup, ça va amener à un point faible sur un autre mouvement. Par exemple, à titre personnel, je pense que je suis assez avantagé génétiquement pour faire du développé couché. Et du coup, j'ai pu atteindre des barres qui, pour certains, seront plus difficiles à atteindre. Néanmoins, au soulevé de terre, bah, là, je galère parce que comme j'ai les bras relativement courts, c'est plus difficile pour moi et du coup, les les anomalies génétiques, au final, elles vont être très fortes sur un mouvement, mais comme on est un sport qui demande d'être bon sur 3 mouvements, il y a cette espèce de justice qui est là et qui permet de donner un petit peu sa chance à tout le monde. Bah, je suis d'accord, à quelques exceptions près. Oui. Tu vois, Kjell Bakelun, Mmh. il est bon partout. Bah, pour moi, la meilleure génétique, c'est d'être petit, au final. Ouais, derrière, ouais. Parce C'est que d'être petit, mais après, si tu es grand et que tu arrives à construire le capital musculaire pour être, dans une catégorie qui t'offre, on va dire, de façon générale, au minimum PDC plus 20, donc il faut avoir le capital musculaire pour, au final, tout s'équilibre, mais il y aura forcément des anomalies qui seront présentes et après, pour, terminer sur ce premier point, la génétique, ça n'englobe pas que les performances physiques, ça englobe aussi, par exemple, la capacité de récupération, la capacité à peu se blesser, etc. Et ça, c'est hyper important parce que malheureusement, tu as des athlètes qui font tout bien et qui vont beaucoup se blesser pendant leur carrière. Et à l'inverse, tu en as qui auront une espèce de résilience à la blessure et au stress qui sera absolument énorme. effectivement. Du coup, ton point pour conclure en une phrase, est-ce que la génétique compte beaucoup? Elle compte beaucoup si on veut atteindre rapidement le haut niveau. Par contre, si on veut durer, je pense qu'elle n'est pas déterminante, mais il faut accepter que la route sera très longue. Ok. Bah, moi, de mon point de vue, tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Après, faut pas oublier, et je dis aussi pour les auditeurs, que quand on parle de génétique, on parle vraiment de génétique en termes musculaires, en termes physiques. Ouais, Parce que la génétique, ça peut être plein d'autres trucs. ouais, Même ta capacité à résister au stress, en soi, elle est en grande partie génétique. bien sûr. Mais là, on parle vraiment de l'aspect physique. Et bah voilà, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que pour être sportif de haut niveau, il faut avoir des trucs qui sont, enfin, un profil psychologique qui est particulier, Mmh. une envie, une résilience qui est particulière et éventuellement certaines expériences particulières qui peuvent t'apprendre beaucoup de choses et qui peuvent te pousser à rester dans le haut niveau. Donc pour Ouais. moi, juste avoir beaucoup de muscles et être fort de base, ça aide pas parce que derrière, il va falloir autre chose pour aller chercher encore plus loin. Et Ouais. d'autant plus que si t'es juste fort et que t'as pas ce profil psychologique, je pense que si t'étais pas fort, bah t'aurais pas mis les pieds plus de 2 fois à la salle, quoi. C'est ça, c'est que souvent on commence la salle pour justement, peut-être améliorer, bah, son comment dire? Son apparence physique et cetera et c'est des choses qui, ne concernent peut-être, pas ou du moins un peu moins les individus qui partent avec, une excellente génétique et combien d'étoiles filantes on a vu en force athlétique où on disait: «Oh lui c'est un sub junior, il a déjà le niveau pour être en open, c'est une folie» et cetera et à la moindre difficulté, à la moindre blessure ou à la moindre stagnation, c'est des athlètes qui ont arrêté, on les compte à l'appel. On les compte à l'appel. Effectivement, et la force athlétique, c'est un sport où on observe vraiment ça. Mmh. Par exemple, moi, je suis un vieux de la vieille, tu vois, en force athlétique. J'ai commencé en 2017, bah, avec toi. Mmh. Du coup, on a fait notre première compétition ensemble. Et combien de générations de lifters on a vu? Beaucoup, beaucoup, C'est un beaucoup. truc de fou, hein. Mmh. Combien de générations de lifters on a vu? Moi, tous les mecs, presque avec qui j'ai fait mes compètes, genre mes premiers championnats de France, etc., 2017 par là, bah, la plupart, soit je les vois plus, soit ils sont retombés en bas du classement, ils se sont fait dépasser par beaucoup d'autres. Ouais. Justement parce que c'est dur de conserver une résilience sur le long terme. Après, il y a des facteurs sociaux aussi. Ils ont d'autres priorités, ils ont un taf qui arrive. Et vu que Mmh. tu peux pas, à 99% du temps, tu peux pas faire de la force athlétique ton gagne-pain, bah forcément, tu vas lâcher l'entraînement et tu vas aller faire autre chose. Et ça se comprend totalement. Mais tout ça pour dire que, certes, même quand tu es haut niveau en sub-junior en force athlétique,
ça garantit pas le fait que t'es le prochain Russell Horry. Il y a tellement Clairement. de choses à aller chercher avant de pouvoir prétendre à un bon niveau sur le long terme. Tu vois. Donc voilà, les mecs qui sont là, qui performent 1 an, 2 ans, c'est pas tellement hyper intéressant si derrière il n'y a pas cette performance qui est entretenue sur 4, 5, 6 ans pour pouvoir exprimer un vrai potentiel selon moi. Mmh. Et même moi, j'aurais tendance à plus parier et à miser des pièces sur un athlète qui a eu un gros échec en compétition, mais qui 2 ans plus tard est toujours là, qu'un athlète qui a une montée, fulgurante en termes de performance, mais qui s'est encore jamais, pris un mur dans la figure. Mm. Parce qu'on sait pas à quel point le mur va faire mal et va le démotiver de la discipline et de la pratique sportive. Mm. Ça veut dire tu crois en moi Clément? J'ai pris trop de murs. Ah ouais, de toute façon, je pense que quand tu as 7-8 ans de sport, c'est impossible de pas se prendre un mur à un moment ou à un autre, hein. Ouais, effectivement. Mais je pense que, tu vois, ce dont on parle là, ça nous renvoie sur le deuxième bloc, le Ouais, deuxième sujet exactement. que je voulais aborder et qui est résilience et passion. Donc, à quel point tu penses que la résilience et la passion sont justement pertinents et utiles en fait dans le sport de haut niveau? À titre personnel, je pense que c'est le point sur lequel il faut le plus travailler parce que c'est, l'élément de rupture fondamental dans la discipline. C'est-à-dire que, les athlètes qui arrêtent la force athlétique, la plupart du temps, c'est des athlètes qui se rattachaient à une performance ou à une compétition et qui, au final, ne prenaient plus de plaisir à l'entraînement ou n'étaient pas suffisamment résilients à l'entraînement et du coup, au final, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas eu l'objectif, qu'ils voulaient en compétition ou alors à l'approche d'une compétition, ils ont rencontré une difficulté et comme elle n'a pas pu se faire et que c'est ça qui donnait du sens à leur pratique, bah, ils arrêtent à ce moment-là et en fait, c'est un juste équilibre parce que, il faut savoir encaisser, c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut être, optimiste par rapport à sa pratique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ce sera difficile, il faut savoir se dire: «OK, les moments difficiles existent», mais il faut aussi être capable de se dire, «Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout peut aller mieux et je peux remonter la pente». C'est pas impossible et il y a cette peur qu'ont beaucoup d'athlètes, notamment avec les catégories d'âge, de se dire: «Je perds trop de temps, c'est foutu, il faut que j'aille le plus vite possible, il faut que j'aille le plus vite possible». Alors qu'au final, le haut niveau en force athlétique, il se construit réellement en open. C'est pas pendant les années sub-junior ou junior qu'on construit le haut niveau, ou du moins, pour moi, c'est plutôt des années préparatoires à l'arrivée en open et au haut niveau, plutôt qu'une finalité en se disant: «Il faut absolument que je sois le meilleur en sub-junior ou en junior parce qu'après en open, c'est impossible». Ok, je suis carrément d'accord avec toi, mais je pense qu'on oublie en fait quelque chose d'hyper important en force athlétique, c'est que euh, selon moi, hein, la plupart des athlètes en force athlétique ont une motivation qui est vraiment extrinsèque et qui est pas intrinsèque. Ouais. Et justement, ils ne contrôlent pas entre guillemets leur motivation. Donc généralement, leur motivation, elle est basée sur une régulation externe et ils vont aller s'entraîner pour avoir une récompense, éventuellement de la reconnaissance, éventuellement avoir le regard des autres. Et généralement, ils vont moins le faire dans le cadre d'une motivation intrinsèque. Du coup, ils vont pas le faire pour le plaisir ou pour le défi que ça va leur procurer. Et je pense que c'est quelque chose avec l'avènement des réseaux sociaux qui tend même à se développer et qui biaise un petit peu la pratique. Et beaucoup de gens ne prennent pas conscience de ça. Donc au final, au bout d'un moment, bah, quand il y a moins de likes qui arrivent, ou bien quand il y a moins, quand les performances montent moins, et du coup qu'on a moins de reconnaissance de ses pairs, etc., bah les gens vont dire bah la force athlétique de toute façon c'est nul, j'ai rien à gratter, du coup moi j'arrête. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai énormément observé, tu vois, en force athlétique. Et je trouve que c'est justement ce sur quoi les gens devraient travailler s'ils veulent tenir dans le temps. C'est avoir une motivation qui est vraiment autodéterminée et trouver un pourquoi qui va faire que la motivation va être surtout intrinsèque. Donc, notamment parce qu'ils vont aimer la stimulation que l'entraînement leur procure, parce qu'ils vont aimer les connaissances qu'ils auront aussi bien théoriquement sur la préparation physique et sur leur corps, et éventuellement la motivation intrinsèque vis-à-vis de l'accomplissement, enfin PR pour soi, se dépasser, etc. Et je trouve que pour tenir dans le temps, avoir une pratique où justement on prend beaucoup de plaisir sur l'entraînement, bah faut développer ce caractère de motivation intrinsèque. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour terminer, moi, je dirais qu'il faut essayer de se reconnecter avec son sport. Alors, ça peut paraître très abstrait quand je le dis, mais si je devais donner un exemple de mise en pratique, en fait, pour moi, ce qui va te déconnecter de ton sport, c'est les réseaux sociaux,
qui ne représentent pas la réalité de la discipline, mais plutôt ton rêve et ton objectif final, parce que les réseaux sociaux vont te montrer ce qui te donne envie, donc des athlètes de haut niveau, etc. Mais ça représente pas la majeure partie du sport et la réalité du sport. Et pour se reconnecter à son sport, pour moi, justement, il faut s'entourer de personnes qu'on voit en présentiel, pratiquer en présentiel avec ces mêmes personnes-là, parce que pour moi, les réseaux sociaux déconnectent de la réalité et nous rendent un peu au final esclaves de notre sport parce que on s'impose des objectifs et des routines de vie qui ne nous conviennent pas. Et il faut plutôt se reconnecter à la réalité, avoir des partenaires d'entraînement, discuter avec des gens, échanger sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est comme ça pour moi qu'on peut prendre du recul et durer dans le temps. Parce que si au final le sport il ne tient pas qu'à la performance, mais il tient également par exemple aux gens qu'on a rencontrés, au plaisir qu'on a de marcher pour aller à la salle et à toute la routine que ça amène et que cette routine, on la voit plutôt comme quelque chose de positif dans notre lifestyle plutôt que quelque chose d'imposé, c'est là où on peut prendre du plaisir et durer dans la pratique. Voilà, clairement. Donc, justement, faut pas chercher, comme tu disais, à être esclave de son sport, et surtout chercher à avoir cette motivation intrinsèque au fond de Ouais, nous et qui va nous pousser vers l'avant. Et du coup, pour conclure sur ce point-là, ton point de vue, si j'ai bien compris, c'est que la résilience et la passion sont super importants, étant ouais, donné que c'est ce qui va te permettre de tenir dans le temps, c'est ça? clairement. Et il faut pas avoir peur de se dire que c'est des choses qui peuvent parfois être plus fortes que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à dire que quand on se blesse, on peut être au plus bas mentalement, etc. Et que c'est justement dans ces moments-là que notre environnement compte. On y reviendra parce que c'est un des éléments dont on va parler après, mais que il faut pas avoir peur de s'entourer parce que certes, seul on accomplit des choses, mais quand on est bien accompagné pour pouvoir avoir du recul sur ces choses-là, c'est encore mieux. Mm, ok. Bah, moi, je suis d'accord, juste j'apporterai la nuance selon laquelle, ou. Oh, 1, 2, 3. Moi, je suis d'accord, mais juste j'apporterai la nuance selon laquelle où il faut bien placer sa motivation, bien Ouais. identifier sa motivation et bien la construire, justement. Mmh. Moi, c'est quelque chose en débutant dont j'étais victime. J'étais vraiment, vraiment sur une motivation carrément extrinsèque. Mmh. Genre, tu sais, à l'époque, on avait des groupes WhatsApp, bah, je venais de créer mon Instagram et tout. Et quand je faisais une perf à la salle, bah, parfois, tu vois, ça avait un bon côté parce que je me disais, putain, faut absolument que j'arrive à faire mes 2 reps à 2,30 au soulevé de terre Mmh. Mmh. pour pouvoir les mettre sur Instagram, pour pouvoir vous les envoyer, etc. Et ou bien parfois quand mes partenaires d'entraînement ils étaient pas là, bah, j'avais besoin enfin, j'étais dépendant d'eux et j'arrivais à moins bien m'entraîner. Ouais, Et au fur et à mesure, en prenant de la maturité, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais ce sport? Tu le fais pour quelqu'un ou tu le fais pour toi? Et ouais, au final, j'ai commencé à trouver des raisons de le faire pour moi. Notamment, ça s'est passé, j'ai eu un gros switch quand j'ai commencé à bosser avec mon préparateur mental qui m'a énormément aidé sur ça. Et ça m'a permis d'avoir une motivation qui s'auto-entretient et tenir sur le long terme. Donc, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais aller m'entraîner et mmh, je vais prendre du plaisir. Donc, parfois, j'ai des baisses de motivation, mais ça dépend pas de quelqu'un. Peu importe mes relations sociales, peu importe avec qui je parle, peu importe si j'ai un Insta ou pas, bah, je vais aller m'entraîner. Donc, la motivation sera pas tout le temps linéaire, mais elle va surtout dépendre de moi. Et ça, je trouve qu'il y a pas mieux et c'est l'aspect le plus sain qu'on peut avoir au sport. ouais. Bah, je pense que ce que tu dis, ça relève bien l'histoire d'avoir de donner du sens à sa pratique et d'avoir des objectifs moyens et des gros objectifs. Parce que souvent, on parle directement des gros objectifs, mais des petits objectifs, ça peut tout simplement être, par exemple, de se dire, «J'ai 5 entraînements, il faut que j'aille 5 fois à la salle», même si je suis pas motivé. Ça peut être un petit objectif qui fait sens et qui permet à terme, si on crée une discipline, que la pratique, elle soit saine et elle soit facile à durer. Parce que l'être humain, il est fait pour fonctionner avec des habitudes. Heu, je sais pas moi, un gamin qui va au football, 3 fois par semaine, c'est hyper facile pour lui d'aller au football parce que c'est une habitude. Mais si on demande à sa maman d'aller 3 fois au football par semaine, ça va être beaucoup plus difficile pour elle. Par contre, pour elle, une autre activité, par exemple, je sais pas, je dis une activité au hasard, mais, aller voir, ses amis et cetera et faire une activité, manuelle, par exemple, avec ses amis, bah, c'est quelque chose qui sera facile pour elle parce que c'est une de ses habitudes. Et tout est question d'habitude au final. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais dès qu'on est dans une routine, en tout cas à titre personnel, c'est super simple de mettre des choses en place. Par contre, dès qu'on casse la routine, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais, ouais, bah là, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. OK. Et justement, pour revenir à un point que tu avais abordé tout à l'heure, en parlant de motivation et tout ça, bah, il y a la question aussi, tu vois, de l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, pour accéder à un haut niveau, faut avoir un certain écosystème autour de toi, c'est-à-dire Ouais. des certains proches, certains collègues, ou bien éventuellement avoir un entraîneur. Pour toi, c'est une clé ou pas? C'est pour moi, alors je sais qu'on a beaucoup utilisé ce terme, mais c'est pour moi le truc le plus sous-coté, dans la Tout est pratique sous-coté sportive. pourtant. Parce qu'on non, mais c'est vrai, parce qu'on a l'impression qu'on peut tout supporter nous-mêmes et il y a notre ego qui nous dit: «Je me suis fait tout seul» et c'est vrai que c'est beau parce que la force athlétique, c'est un sport qu'on peut démarrer seul, il y a pas des créneaux d'entraînement imposés et cetera et c'est cette liberté de pratique qui fait que le sport, il est aussi beau, c'est qu'il s'adapte à tous les modes de vie. Donc ça, c'est trop bien. Mais moi, il y a une phrase qui est simple, mais qui dit: «Tu ne peux pas tout porter tout seul» et c'est vrai, en fait. Au moins tu as de charge mentale et au plus tu peux te délester de certaines choses et au mieux tu seras à l'entraînement parce que tu seras concentré sur ce que tu dois faire et rien d'autre et ça ne passe pas que par des entraîneurs parce qu'on pourrait dire: «Ah, ils font l'apologie du coaching» et cetera. Non, ça peut être, par, la famille, par, la copine, par même, c'est con, mais tu as des animaux de compagnie, tu as passé une mauvaise séance, tu rentres chez toi, tu vois ton animal de compagnie, hop, l'humeur elle redevient meilleure et tout va mieux et J'aimerais pas voir Pulco quand tu rates un deadlift, hein. non, mais c'est un corps sain dans un esprit sain et de toute façon, la force athlétique, c'est un sport qui trahit pas. Tu dors mal, tu fais des mauvaises performances, tu manges mal, tu fais des mauvaises performances et pour avoir un écosystème sain, pour moi, on est des animaux sociaux, donc il faut, être bien par rapport à son entourage et le piège de s'enfermer dans quelque chose en se disant: «Je vais me construire tout seul» et cetera, ça marche un temps, mais par contre, une fois qu'on rencontre les difficultés et qu'on a personne à qui se confier ou, pour être aidé, c'est là où ça bloque et du coup, ouais, l'environnement, c'est ultra important, vraiment ultra important. Hmm. Bah, c'est super important, mais pour revenir à mon ancien point aussi, je pense que c'est important de pas tomber dans une dépendance à ton Bien environnement, sûr. même si elle sera forcément existante, étant donné que quand tu es un sportif de haut niveau, tu peux pas te faire tout seul comme tu dis. Pour renvoyer ça à mon expérience, je pense que ça a toujours été une clé pour moi pour progresser, notamment à l'époque quand on a débuté. Je pense que si on n'avait pas ces groupes et qu'on n'échangeait pas quotidiennement sur le power, etc., je pense que limite on aurait tous arrêté le power au bout de 6 mois. Ouais, c'est sûr. Si dans ton environnement il n'y a pas quelqu'un qui te pousse parfois, bah ça te motive carrément pas à aller à l'entraînement. Mmh. Euh, Pareil, tu parlais des habitudes tout à l'heure, mais quand tu traînes avec une bande de potes, imaginons vous êtes tous dans une coloc, dans une maison, bah si vous faites la même chose, bah tu seras beaucoup plus motivé à la faire aussi. Mmh. Moi, quand j'allais en vacances avec mes potes et qu'on était genre tous le matin posés dans la maison, et eux ils avaient tous des commerces etc sur internet, donc ils bossaient. Et du coup, moi aussi, tu vois, je sortais mon PC et je bossais, même si je m'étais dit pendant les vacances, j'ai tout fait à l'avance et je vais pas bosser, bah moi aussi je bossais. Et c'est pareil. Genre, je pense que dans la vie, si jamais t'as une bande de potes qui font le même sport que toi, qui performent, à la limite même qui performent pas, mais qui s'entraînent sérieusement et qui sont sains, bah derrière, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à être bon dans ta pratique et à te donner à 200% parce que tu auras un environnement autour de toi qui va te pousser. Donc ça, je pense que déjà, c'est une première chose vis-à-vis des proches, avoir des gens avec qui tu peux échanger sur ta pratique, des gens qui te poussent de manière saine, donc que ce soit les proches ou les collègues. Et après, tu vas avoir la question de l'entraîneur. Donc bien souvent, quand tu auras un entraîneur, ça va un peu être une béquille avec qui tu pourrais échanger sur ce genre de choses-là. Mmh. Et ça va aussi être quelqu'un qui te régule avec une vision objective de l'extérieur. Mais je trouve que c'est un point quand même un peu compliqué parce que parfois c'est dur de trouver des gens fiables entre guillemets Mmh. quand tu penses au haut niveau, euh, notamment tu vois si je vais encore utiliser mon exemple, mais vu que je fréquente énormément de sportifs de haut niveau, je sais que c'est un sujet hyper récurrent, mais c'est difficile d'en parler parce que souvent on va dire ouais tu fais la star, Mmh. mais faut savoir que tu vois quand t'es sportif de haut niveau ou bien que t'as un peu de buzz entre guillemets dans pas mal de sujets, il y a énormément de gens qui veulent venir autour de toi pour des raisons pas saines, pas nécessairement pour te causer du tort directement,
mais tout de suite, bah, ils vont vouloir en savoir plus sur toi pour pouvoir le raconter à quelqu'un, et pour avoir des exclus et pour pouvoir les relancer, euh, pour pouvoir avoir de la visibilité en mode moi je suis le pote de lui, tu vois, des trucs comme ça. Alors que tu vois, quand t'es pas là, bah, il en a rien à faire de toi. Mais tout ça pour dire que tu dois intelligemment choisir tes fréquentations. Mmh. Et si tu choisis bien tes fréquentations et que c'est des fréquentations saines, elles peuvent plus ou moins te servir de béquille. Et ça, c'est carrément dans ton intérêt. Ouais, et je pense qu'un bon entourage, c'est un entourage qui comprend, mais il y a pas besoin que l'entourage, soit nécessairement, en majorité des sportifs de haut niveau. Alors, il y a des avantages à traîner avec des sportifs de haut niveau, c'est que du coup, des choses qui sont exceptionnelles sont rendues plutôt normales et par conséquent, on aura moins peur de les réaliser et on se lancera plus vite dans le bain. Parce qu'un sportif de haut niveau, au final, c'est un rêveur qui rêve à quelque chose qui statistiquement est quasiment inaccessible. Mais d'un autre côté, avoir un entourage qui est complètement, externe à ça, ça permet aussi parfois de prendre un peu de recul et de se détacher de sa discipline sportive. Ouais. J'ai un exemple qui est pas autour du sport de haut niveau, mais quand j'étais au lycée, par exemple, j'étais à un lycée où il y avait énormément de gens qui fumaient de la beuh. Mais vraiment tout le monde, c'est-à-dire que dans ma classe, je crois que j'étais le seul où on était peut-être 2 à pas fumer de la beuh, sur 30 personnes. Et j'étais persuadé que tout le monde fumait de la beuh. Enfin, on va dire qu'en France, si tu me demandais statistiquement mon avis, je te disais 50% des gens fument de la beuh. Et après, je suis arrivé en STAPS. Le STAPS, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire que dans la classe, il y en avait, je sais même pas s'il y en avait un qui fumait de la beuh. Objectivement, j'ai été dans un STAPS où d'un point de vue d'hygiène de vie, tout le monde était super clean, tout le monde était à fond dans le sport et tout. Et si on me demandait mon avis à ce moment-là, pour moi, en France, personne fumait. Et je me suis rendu compte, avec du recul, à quel point notre entourage proche façonne notre façon de voir le monde. Et du coup, si tu t'entoures que de sportifs de haut niveau, t'as l'impression que tous les problèmes du monde et toute la vie de toutes les personnes de la planète tournent autour du sport et t'arrives pas parfois à de te détacher de ta discipline sportive. Et du coup, c'est bien parfois de parler, je sais pas moi, à ta tante ou à quelqu'un qui est dans ta famille, tu lui racontes ah j'ai fait 300 squats, elle va dire c'est bien et elle s'en fout. Non mais c'est vrai C'est vrai. parce que ça permet de prendre un peu de recul et de légèreté sur la pratique sportive, je trouve. Ouais, c'est clair. Bah moi, ma bande de potes, tu vois, avec qui je traîne, ils ont déjà fait de la FA, mais ils s'en tapent de la FA. Enfin, quand j'ai Ouais. une compète, ils vont venir la regarder, ils vont me pousser, etc. Mais on va pas parler de FA, tu vois. Limite, bah le pote avec qui je traîne le plus en ce moment, on parle surtout de voiture. On Mmh. va parler des vidéos de GMK, etc. Tu vois, mais on va pas parler de FA. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ah Parce que ouais, moi, ouais. ça me saoule de parler tout le temps de FA, tu vois. Surtout que dès que tu rencontres quelqu'un, comme tu l'as dit, comme ton domaine c'est la FA et qu'on te connaît pour ça, bah les gens sont à l'aise de parler de ça avec toi. Et alors c'est Ouais, sans, il y a pas de mal en critiquer les soi. gens qui Ouais, parlent de il y ça, a, y mais a vraiment pas de mal et c'est normal, tu vois, ouais, qu'ils le bien fassent. sûr. Mais juste, moi, si genre je suis au lit et que genre si j'avais une meuf et qu'elle venait me voir et qu'elle me disait ouais, qu'est-ce que tu penses de mon squat RPE 26, bah ça me ferait chier, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est comme, le cuisinier, il rentre chez lui, il a pas envie de faire à manger. Bah, c'est un peu pareil avec le sport. Des fois, il y a besoin de pas parler que de sport Hmm. et c'est ce qui permet de durer. Donc, ça revient un peu sur le premier élément qu'on a vu. Hem, Effectivement. Ouais. du coup, j'aimerais bien aborder avec toi richement un autre point. C'est, justement ce côté, rêveur en force athlétique, parce que, bah, on se connaît depuis qu'on est gamin, on va dire et du coup, depuis toujours, bah, je pense que les gens qui étaient autour de toi t'ont considéré comme un rêveur. Toi, à quel point est-ce que tu trouves que c'est important justement ce fait de croire en soi et de se fixer des objectifs qui peuvent paraître inatteignables ou même on se moque de toi quand tu les énonces? Bah, moi, j'ai toujours été un rêveur. J'ai toujours été un believer. Tu sais, avant, je faisais de la boxe. Mmh, Dans ma tête, première semaine après que je suis allé à la boxe, pour moi, j'allais préparer les Jeux Olympiques. Mais tu vois, mmh, c'était logique. Et genre, je me disais pas, j'ai le niveau pour préparer les Jeux Olympiques, mais je me disais, bon, pour pouvoir faire les Jeux Olympiques, il faut que je m'entraîne 2 fois par jour, 7 jours par semaine, pendant genre 5 ou 6 ans, et j'aurais sûrement ma chance d'y aller. Et c'était pas un truc de ouf pour moi. Enfin, genre, je me disais, je vais le faire et tranquille. ouais. Après, les conditions ont fait que j'ai pas pu, j'ai pas pu continuer et je suis passé en FA. Et pareil, en FA, quand j'ai vu les perfs de ouf, je voyais des mecs bench 200 et tout. Je me disais, mais ça, c'est pas possible. Naturellement, ils sont dopés, mais moi, je vais le faire parce que moi, je Mmh, suis différent. Alors que, tu vois, j'étais pas exceptionnel. Mais je me suis toujours dit, ouais, moi, je suis différent. Ouais, moi, je peux faire des dingueries. Et j'ai toujours cassé, tu vois, des portes et j'ai toujours cassé des grillages avant que j'ai certains
certains aléas. Genre en 2019-2020, enfin sur l'échelle de la France, j'étais quand même, tu vois, un des meilleurs, que ce soit à l'indice ou dans mes katas à chaque fois. Et ça m'a jamais fait peur, tu vois, de me fixer des gros objectifs. Par exemple, 993, c'est jamais un truc qui m'a fait peur, même quand personne l'avait fait, etc. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est super important, même quand tu vois les autres sportifs de haut niveau. Enfin, je sais pas, par exemple, si je prends l'exemple du foot, je vois mal, je pense qu'en Ligue 1, sur une saison, personne n'a jamais inscrit 40 buts. Mais si je vais voir Ousmane Dembélé, le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement, et que je lui demande, ouais, tu penses que tu peux inscrire 40 buts la semaine prochaine, la saison prochaine, il va jamais me dire, mais non, t'es fou, c'est impossible. Non, il va me dire, ah bah non, moi je vais en mettre 60, tu vois, genre, c'est ça le truc. Et pareil, Lionel Messi, en 2011, 2012, il a fait une performance de fou. Je pense que le meilleur nombre de buts sur une année, c'était genre 60, et c'était déjà incroyable. Il a mis 91 buts sur une année civile. Et je pense que Mmh. si tu lui avais demandé avant, bah, il aurait dit oui, je peux le faire, tu vois. Ouais. Alors que tout le monde lui aurait dit, mais t'es complètement fou. Donc, pour moi, ça a aucun sens de, enfin, oui, ça a aucun sens de se limiter. Et j'aime bien ce proverbe dans ce contexte-là. C'est vise les étoiles, et au pire, si tu te rates, bah, tu tomberas sur la lune, tu vois. Mmh. Donc, ou c'est l'inverse, je crois. Je sais pas, on me corrigera. Peut-être j'ai perdu de l'aura, peut-être mon proverbe il était stylé, je sais pas. Mais voilà, au final, c'est ça ma vision des choses. Faut pas hésiter à être un dreamer et surtout y croire, pas juste le dire pour le style. Ouais, moi je peux battre Lionel Messi. Non, c'est je peux battre Lionel Messi. Je crois pouvoir battre Lionel Messi et je vais mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir battre Lionel Messi. Donc Et il faut pas prendre ça pour de l'arrogance, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit en premier, c'est: «Oh, t'es arrogant de penser ça», alors que pas du tout, t'es juste ambitieux. Il faut pas confondre les deux. Ouais, mais moi je pense que l'arrogance, c'est plus quand tu rabaisses les autres Exactement. en te posant des objectifs Mmh. et qu'en plus t'es pas capable de les assumer parce que tu travailles pas assez derrière. Si par exemple moi, je sais pas, je vais voir bah, le boss dans ma kata actuellement, c'est Krastev. Je Mmh. vais voir Krastev, je dis toi, c'est sûr dans un an je te tape toi et en plus je vais faire ça facile et tout et que je rentre chez moi, je continue, je vais m'entraîner une fois par semaine, deux fois par semaine et que je continue à parler sur lui, ça a aucun sens. Et puis même si je m'entraînais 10 fois par semaine, je pense que ce serait limite, tu vois. Mais ça Ouais. reste mon point de vue. Je pense que c'est bien de dire, ouais, moi j'aimerais bien te battre. Enfin, je pense que c'est bien d'assumer que tu veux battre un mec, mais toujours en restant plus ou moins dans le respect Bien et en sûr. mettant en place les trucs nécessaires Mmh. pour le faire. Donc toi, quel est ton avis dessus, tu vois, d'un extérieur un peu plus de coach? Bah, en fait, déjà, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Pourquoi est-ce qu'on aime autant le sport? Et pour moi, en fait, c'est juste un moyen, on va dire, civilisé de faire en sorte que les gens s'entretuent pas entre eux. Parce qu'avant, quand tu cherchais à comment dire? À te confronter à quelqu'un, juste vous faisiez de la bagarre et c'était à celui qui survit. Et le En duel. sport, ouais, c'est un duel, mais avec des règles. C'est la version, civilisée, de la bagarre entre les animaux. Et du coup, je trouve que c'est normal, c'est humain et c'est sain d'avoir des rivaux et d'avoir de la rivalité. Mais ce qu'il faut simplement, c'est que cette rivalité, elle soit saine. Et comme tu l'as dit, pour moi, il y a aucun mal à vouloir être le meilleur, à vouloir être plus fort qu'un tel, mais il faut jamais chercher à être le meilleur en rabaissant autrui. Par exemple, si ton objectif, c'est d'absolument battre quelqu'un et que tu jubiles si ce mec se blesse pour que tu puisses prendre sa place sur le podium, je trouve que c'est une rivalité malsaine parce que tu souhaites le malheur des autres pour toi t'élever, alors que ce qu'il faudrait, c'est plutôt de se dire: je souhaite à ce qu'on soit tous les deux à notre meilleur niveau le jour J et que le meilleur gagne. Et je trouve que cette rivalité-là, c'est la meilleure des rivalités. Et je pense même qu'on peut avoir une relation d'amitié saine et fraternelle avec ses rivaux. Bah, par exemple, un de tes rivaux en France, c'est Malik. Bah, Malik, je sais que tu t'entends très bien avec lui, il n'y a aucun Ouais, souci c'est par ça, rapport à ouais. ça. Pareil, Malik, Guillaume ou quoi que ce soit. Moi, Voilà, les Malik, rivaux avec Guillaume, les qui, autres. ouais, les rivaux avec qui je me suis le plus mal entendu, c'est des rivaux, franchement, qui, tu vois, m'ont manqué de respect, etc. Donc, quand Mm. ça reste sport, j'ai toujours des très bonnes relations, peu importe ce qui va se passer et tout. Et puis même le jour J pendant la compétition, on va s'encourager, on va se taquiner, on va se vanner ou des trucs comme ça. Ouais. Et tant que, tu vois, ça reste dans le respect, bah, c'est C'est bien. ça. Et en plus, je pense qu'une rivalité malsaine, ça n'amène pas à de la performance parce que là, tu as trop d'ego qui prend le dessus. Par exemple, si tu as une rivalité malsaine, tu vois un mec qui fait une performance sur les réseaux, c'est ton rival, tu vas vouloir faire la même performance alors que c'est peut-être pas le bon moment pour le faire.
et c'est là au final où tu stagnes et tu vas descendre plutôt que tu vas monter dans ton ascension sportive. Et du coup, pour revenir sur l'aspect rêveur, c'est pour ça que j'ai dit avant que l'environnement c'était un levier sous-coté, parce que en fait, il faut un équilibre entre deux choses qui sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire que pour moi, il faut un équilibre entre le rêve et la lucidité. Sauf que paradoxalement, les deux s'y opposent un peu. Si tu es un grand rêveur, t'es pas très lucide au moment où tu rêves, et du coup, ton entourage peut t'amener de la lucidité. Mais la condition, c'est que il faut bien choisir ton entourage, parce qu'il faut que ce soit un entourage qui soit lucide, mais qui souhaite t'élever, pas un entourage qui souhaite à te rabaisser. Et c'est là la nuance et c'est là la difficulté, c'est qu'un entourage, parfois, il va dire des choses pas agréables, parfois, il va devoir dire la vérité sur certaines situations pour ramener les pieds sur terre, mais tout en cherchant à être bienveillant et à aider la personne qu'on a avec elle. Parce que un entourage qui dit juste tu vas jamais y arriver pour te remettre les pieds sur terre, c'est pas un entourage bienveillant. Un entourage bienveillant, c'est plutôt quelqu'un qui va dire compte sur nous pour t'aider quand ce sera difficile, parce qu'on sait que la route sera longue, mais ne t'inquiète pas, si jamais tu as besoin de quelqu'un, je serai là pour t'écouter et pour t'aider, tu vois. Ça, pour moi, c'est un entourage qui est bienveillant et qui va justement permettre d'avoir cet équilibre qui est subtil entre rêve et lucidité. Est-ce que tu connais l'effet Pygmalion? Pas du tout. En gros, c'est le concept de prophétie autoréalisatrice. Personnellement, j'avais vu ça en STAPS, moi. Ok. Et en gros, c'est quand une croyance est fausse, mais qu'elle est fortement tenue, ben, elle va modifier les comportements au point de rendre cette croyance vraie. Donc, un entourage qui te dit tout le temps, tu vas jamais réussir, bah, derrière, tu vas pas réussir, justement, parce que tu vas te dire, ouais, bah, c'est impossible, etc. Hmm. Pour te citer un exemple quand même assez solide, bah, le père des sœurs Williams, Serena et Venus Williams, les joueuses de tennis, Hmm. il leur a toujours dit qu'elles seraient numéro 1 et numéro 2 quand elles étaient petites. Et il a dit, ouais, elles m'ont cru. En fait, le truc, c'est que c'est pareil, quand un gosse qui grandit, si à chaque fois tu lui dis, ouais, t'es le meilleur, t'es le plus fort, tu vas y arriver, etc., bah, ça te conditionne et ça te met dans une position où maintenant les choses sont possibles à force de les entendre. Si on répète tout le temps quelque chose de faux et que tu y adhères, bah, cette chose va devenir vraie. Et je trouve que c'est super important, ouais, dans le cadre de l'entourage, que ton entourage adhère à ton rêve. Donc si tu veux être numéro 1, que ton entourage croit au fait que tu vas devenir numéro 1, mais que ton entourage soit là pour pouvoir te poser des limites, pour Ouais. pouvoir te poser un cadre et t'aider à mieux travailler sur l'instant T. Hmm. Et justement, pour finir, je trouve que cet entourage-là, parfois, quand on fait du sport, on a tendance à se renfermer sur soi-même parce qu'on se dit: «Les gens ne me comprennent pas dans ma pratique, pourquoi est-ce que j'y mets autant d'énergie, autant de temps?» et cetera. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va, du coup, essayer de trouver des gens qui sont dans la même communauté que nous pour se rattacher à ces gens-là, et encore une fois, on en revient aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est très bien parce que ça permet aussi de démocratiser des choses exceptionnelles et du coup de rendre des gens rêveurs, mais ça reste une réalité biaisée et il faut pour moi toujours avoir un équilibre entre des réseaux sociaux pour voir des gens qui mangent power, qui dorment power, etc. Parler avec eux, c'est génial, mais il faut aussi des gens dans la vraie vie, qui soient dans le sport ou pas dans le sport, comme on l'a dit, mais qui puissent justement prendre le temps d'avoir des échanges réels avec toi pour pouvoir discuter des choses du quotidien et des aléas que tu ne donnerais pas forcément sur les réseaux sociaux, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est une réalité biaisée parce qu'on voit que la perf et pas la galère. Alors même si il y a eu des tendances parfois on voit les gens qui disent ok bah je vais poster mes échecs, etc. Ça n'empêche que c'est une réalité biaisée, et dans tous les cas la réalité c'est toujours une interprétation, mais sur les réseaux c'est particulièrement le cas parce que on essaie de donner la meilleure image de nous qui ne reflète absolument pas la vérité au final. Effectivement, je pense que les réseaux sociaux ont un effet de fou, tu vois, Ah ouais. dans le cadre de est-ce que je peux devenir un sportif de haut niveau ou non. Je pense que ça pousse beaucoup de personnes à se dévaluer Ouais. et à penser qu'en fait ça va tout le temps bien partout, que les perfs sont toujours ok, qu'on est toujours au top, etc. Et ça, t'as un énorme risque de comparaison toxique quand t'es sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, par exemple, tu dois faire ta single RPE6, tu vas avoir un mec de ta KT avoir mis quelques kilos de plus, bah tu vas overshoot pour pouvoir le match, et derrière, bah tu t'as tué ton programme et sur le long terme, tu t'es auto-tué
juste parce que t'as regardé le mec de ta catégorie. Alors que si ça se trouve, le mec de ta catégorie, il est pas au poids, il était pas au standard, il a bien calé son trépied. Donc, faut jamais se fier aux réseaux sociaux et se Clairement. rendre compte que ça peut être hyper toxique, même si c'est ce qui crée de la motivation chez beaucoup de gens. Et il faut avoir la maturité justement d'aller chercher ce recul pour pas se perdre. Bah, un exemple pour terminer qui me parle beaucoup, c'est que souvent, toi comme moi, quand on a des gens qui veulent faire de la compétition en FA, leur première chose qu'ils nous disent, c'est: «J'attends d'avoir le niveau pour en faire», Ah ouais, alors celle-là. qu'ils n'ont jamais été en compétition et ils pensent qu'il va y avoir que, des Malik Triolé avec 220 plus au bench et des, Guillaume avec, 360 au terre, alors que c'est pas du tout ça la réalité et il y a plein de gars, je leur ai dit: «Écoute, s'il te plaît, fais-moi confiance, je t'inscris à la compétition, on y va ensemble et tu verras», et bien souvent, c'est des personnes qui, parfois ont les minima France, parfois n'ont pas les minima France, finissent 1er ou 2e de la compétition avec des totaux où ils auraient dit à l'époque: «Non, je veux pas faire de compétition, je vais me taper la honte». Alors que pas du tout. C'est vraiment très hétérogène le niveau et il faut pas avoir peur de ça. Ah, ça, c'est un truc de fou, hein. Les gens qui refusent de faire de la compétition avant d'avoir le minima France aussi, c'est aussi. Mmh. Le minima France, c'est un truc de fou. En fait, juste parce que sur Instagram, on voit beaucoup de gens qui postent faire les France, on se dit avoir le minima France, c'est le minimum pour aller en compétition. Ouais, Alors que les championnats de France dans n'importe quel sport, c'est quelque chose de vraiment super élitiste. de Est-ce fou. que un jour tu vas commencer le foot et dire, même quand tu es dans les catégories jeunes, je joue en national, Mmh. même est-ce que tu vas te dire, je veux jouer rien que championnat national, c'est la troisième div en France. Est-ce Mmh. que tu vas dire, je veux commencer le foot, je joue en championnat national? Ah non, pas du euh, tout. Bah même au BAD, par exemple, pour Mmh. revenir sur ton sport. Est-ce que moi, en 6 mois de BAD, tu penses que je peux faire les championnats de France élite? Non, Bah ouais. c'est un objectif d'une vie, en fait, clairement, Ouais. et qui sera même pas atteignable pour tous. Mais ça, c'est je pense, c'est le fait que la force athlétique, ce soit un sport jeune et un sport de catégorie qui split pas mal et qui effectivement donne un peu plus l'accès aux championnats de France que d'autres disciplines, mais qui est en train d'être régularisé avec les minima qui montent chaque année. Mais je pense que ça pourrait même être le sujet d'un podcast. Quand faire sa première compétition? Il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on y est encore pour 3 heures si on aborde ce sujet-là. Ouais, ouais, clairement. Je vais pas l'aborder là parce que c'est un débat que j'ai tout le temps avec mes athlètes. Ouais, j'ai pas le niveau pour faire de la compète, j'ai pas le niveau pour faire de la Ouais. compète. Le mec, il a 700 de total, c'est genre un 93, il me dit j'ai pas le niveau pour faire de la compète. Ah, Je suis c'est en mode, fou. arrête de te foutre de moi, s'il te plaît. Ouais. Et les Donc, gens, des fois, ils te citent, ils disent: «Ouais, regarde Richemont, j'ai pas le niveau pour faire de la compète». Mais je dis: «Mais tu sais le premier total que Richemont a fait en compétition?» j'ai fait dans les 400. Mais ouais, mais et c'est Mm. normal et en plus, bon, pour finir, on avait dit qu'on rentrerait pas là-dedans, tu laisses plein de kilos, sur le plateau en compétition, à tes premières compétitions parce que c'est normal, tu connais pas tout et même les pros laissent des kilos sur les plateaux, donc autant s'y prendre le plus tôt possible pour que justement, tu puisses faire le plus gros total possible, d'ici 1 an ou 2 sur une plateforme, régionale ou nationale. Et que t'accumules de l'expérience. Exactement, Mm. puis c'est trop bien. Les gens à chaque j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une compétition qui m'a dit: «Ah, je regrette de l'avoir fait». Jamais. Mm. Je pense que j'ai jamais connu ça. Moi non plus, Voilà. ça c'est clair. Donc ouais, là on arrive à la fin du podcast du coup. On aura un peu dépassé, là on est sur la quarantaine de minutes, mais on est dans les temps. Ça va. Donc on va faire un petit dernier mot de la fin chacun. Donc pour répondre à notre première problématique qu'on s'était posée, c'est est-ce que le sport de haut niveau est accessible à tous? Donc je vais te laisser développer sur... on se pose, allez, 1 minute chrono pour développer ça, OK. Clément. Et Moi, je vais te après, dire une phrase et allez, les 3 mots les plus importants, on va dire. c'est parti, t'es 1 minute. Alors, pour moi, le sport de haut niveau, c'est pas pour tout le monde et faut être objectif. Ça représente, une infime, enfin, un infime pourcentage de pratiquants, mais c'est pas réservé à une élite. Donc, il y a une nuance à avoir là-dedans, c'est que tout le monde ne peut pas être champion du monde. C'est pas grave, mais il faut, pas pour autant se décourager de sa pratique sportive et ce qui compte pour espérer atteindre le haut niveau, c'est déjà kiffer sa pratique sportive, être résilient et avoir un bon entourage. Ok.
Alors, de mon point de vue, le sport de haut niveau, c'est pas pour tout le monde non plus, mais c'est accessible à beaucoup plus de gens que l'on ne pense si on sort des schémas de pensée traditionnels et qu'on développe justement un système gagnant, un système particulier qui va nous permettre de nous développer sur les axes que la plupart des gens survolent et sur des axes qui gravitent autour du sport, mais qui ne sont pas sur le sport en lui-même, où notre pratique doit presque être parfaite, mais on doit surtout miser et capitaliser sur les éléments autour du sport. Ok. Voilà, voilà. Est-ce que Donc, pour clôturer ce podcast, ouais. on proposerait pas aux gens qui sont restés jusqu'à présent de nous suggérer le second thème? Alors, comment est-ce qu'on pourrait le suggérer s'ils nous écoutent sur une plateforme de streaming? Est-ce que Alors, tu as des idées? déjà, je sais pas si je vais mettre le podcast sur YouTube. Ouais. On va peut-être le mettre sur YouTube, mais on peut dire, si vous voulez nous suggérer un sujet, allez voter sur notre post Instagram qu'on va poster. On va faire un post avec un sondage en dessous. Bonne idée Donc ça. allez voter pour le prochain podcast sur le dernier post Instagram. Ça dépend de quand est-ce que vous écoutez le podcast. Ou bien envoyez-nous un message si jamais vous avez une idée. Vous nous envoyez un petit message sur la page RC Training Pro sur Instagram. Et pour finir, n'oubliez pas que ce qui compte quand on parle de sport de haut niveau, c'est la résilience, l'entourage, la lucidité, avant tout aussi la constance et un système gagnant. Ouais. Donc si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à partager parce qu'on aimerait en faire beaucoup. Et plus on a de la visibilité, plus on pourra faire beaucoup de podcasts. Si jamais vous avez des idées d'invités aussi qu'on peut avoir dans notre podcast, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en DM. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast. Et si jamais vous voulez bosser avec nous, aller plus loin et que vous adhérez à notre vision, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour un coaching. Clément, il a un peu de place, j'ai un peu de place en coaching. Et on pourra tout faire pour bosser ensemble. Voilà. T'as un petit mot à dire, Clément ? Le sport de haut niveau, c'est pas la finalité forcément et ça rend pas forcément heureux. C'est Okay. la réflexion de la fin, voilà, ça fera réfléchir les gens. À méditer. Voilà, à méditer. Yes. Ciao. Ciao tout le monde, à la prochaine.